Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus sur les reflux gastro-œsophagiens chez le bébé. On fait ça avec le docteur Sophie Dubedou. Salut Sophie. Bonjour Maxime. Tu es gastropédiatre au sein de la clinique Rive Gauche à Toulouse et on va parler d'une pathologie très répandue qu'on appelle le bébé RGO, qui veut dire reflux gastro-œsophagien, bien connu de la part des parents puisque c'est une fréquence assez élevée dans la population pédiatrique. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quels sont les symptômes d'un bébé RGO ? Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est un trouble fonctionnel du bébé. C'est extrêmement fréquent. On estime à plus de 50% des enfants qui ont des bébés qui ont du reflux. Donc, en fait, la définition normalement, c'est qu'il y a une contenue de l'alimentation qui est arrivée dans l'estomac, qui va ressortir par la bouche, que le bébé va régurgiter. Ouais. L'estomac a deux sphincters, un inférieur et un supérieur. Et Exactement. là, dans ce cas-là, c'est le sphincter supérieur, le cardiac qui... Les deux en fait, c'est-à-dire que le sphincter, la nourriture va repasser, donc est arrivé dans l'estomac, le bébé a bu son biberon ou a tété le sein de sa mère, le lait est arrivé dans l'estomac et puis finalement il va remonter et ressortir de la bouche du bébé. Okay. Il faut savoir que ça peut être complètement physiologique et très bien toléré par le bébé. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui vont régurgiter, mais ils vont être sereins, pas du tout inconfortables. C'est juste en fait le trop-plein de ce qu'ils ont tété qui va ressortir. Avec une absorption du bol alimentaire normal, une croissance staturo-pondérale qui ne sera pas impactée. Exactement, c'est des bébés qui vont bien et globalement, ça ne nécessitera pas de prise en charge particulière. Ça, tu fais le point comment pour savoir si c'est banal, entre guillemets ? En fait, les enfants, ils naissent et ils vont normalement voir un pédiatre ou un médecin généraliste une fois par mois. Donc tous les mois, on fait le point sur les quantités que les enfants prennent et la tolérance de ce qu'ils prennent. Donc, parfois, les parents vont nous dire, ils régurgitent un peu. C'est-à-dire, il y a du lait qui ressort de sa bouche après les prises alimentaires, mais ça se passe bien, il n'a pas l'air inconfortable. Donc, ça, on va dire très bien. Les voyants sont au vert, quoi. Voilà. Par contre, il y a un certain nombre de bébés qui sont très inconfortables durant les premiers mois de vie, qui pleurent beaucoup, qui ont des troubles du sommeil. Et c'est vrai que très souvent, on va se dire, est-ce que ce bébé, il n'a pas un reflux et qui est douloureux et mal toléré ? On distingue parfois, et souvent les parents le distinguent aussi, le reflux extériorisé, donc le bébé qui régurgite, et parfois on se dit, mais est-ce qu'il n'a pas ce qu'on appelle un reflux interne ? C'est-à-dire que les parents ils disent, mais moi j'entends, ça fait du bruit, après les tétés il est pas bien, ça remonte, et en fait on pense qu'il y a quand même une certaine partie du lait qui passe le sphincter inférieur, mais qui va pas jusqu'au sphincter supérieur, et le lait remonte puis redescend, et potentiellement ça peut être inconfortable chez le bébé. D'accord. Donc il y a deux caractéristiques, la douleur et l'impact sur la croissance staturo-pondérale qu'il faut évaluer. La douleur difficile chez l'enfant ? La douleur, c'est très difficile à évaluer et surtout, c'est difficile de savoir exactement à quoi elle est liée parce que le bébé, il pleure, mais on se dit est-ce que c'est du reflux ? Est-ce qu'il a mal au ventre ? On ne sait pas trop. Le tube digestif on focalise un peu tout là-dessus, mais finalement... c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où vient parfois l'inconfort des bébés. C'est toujours un peu opaque, ouais. Ok. Et côté croissance staturo-pondérale, là, on a les courbes qui nous expliquent que les choses se déroulent bien ou non. Oui. Après, c'est assez rare finalement qu'il y ait un gros retentissement sur la croissance. C'est-à-dire, le retentissement, souvent les quantités, quand les bébés régurgitent de façon extériorisée, c'est la plupart du temps qu'ils ont quand même pris un bol alimentaire qui est suffisant. Donc les bébés qui régurgitent de façon extériorisée, ça va rarement impacter sur leur croissance. Là où ça va impacter, c'est des enfants qui sont douloureux et qui ne tètent pas. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à téter parce qu'ils ont mal en déglutissant. Donc là, ça peut impacter sur la croissance. Mais d'accord. C'est pas le volume régurgité qui va impacter. Ok. Quelles sont les explorations complémentaires après qu'on ait compris qu'il y avait soit une douleur, soit un impact sur la croissance ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, il y a assez peu d'examens complémentaires fiables, utilisables chez le nourrisson, c'est-à-dire chez le bébé. Globalement, l'échographie œsophagienne, elle est quasiment plus effectuée. Le principe, c'est de faire téter le bébé et ensuite de mettre la sonde échographique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage et de vérifier combien de fois ça remonte et voilà. Bon, là, il y a plein de radiologues qui veulent plus le faire parce qu'ils disent que c'est pas fiable et globalement, en fait, il y a de toute façon une incompétence physiologique du sphincter inférieur chez le bébé. Donc un bébé qui va très bien, si on lui fait cet écho, probablement qu'on va trouver du reflux et c'est pas pour autant que on va le traiter ou mettre en place des choses si c'est un bébé qui va très bien. D'accord. Et à l'inverse, parfois il y a des parents qui sont très déçus parce que ils sont persuadés que leur enfant a du reflux, ils vont faire l'échographie œsophagienne et sur les 5 minutes d'examen que le radiologue, il y a aucune anomalie, donc c'est je comprends pas, pourtant mon bébé ça va pas. Donc bon, c'est un examen en soi qui n'est pas du tout invasif parce que ça fait pas mal mais qui n'est pas très utile. D'accord. Le gold standard, l'examen de référence, c'est la pH-métrie. Donc c'est aller mettre une petite spaghetti, une petite sonde qui a vraiment la taille d'une spaghetti dans le nez et que l'enfant, on le fait avaler et on le situe. Enfin, on vient le positionner à peu près à la jonction 2/3 de l'œsophage. Il est censé le garder 24 heures. Et là, pendant 24 heures, on mesure en fait le nombre de reflux, l'acidité du reflux. Mais c'est un examen globalement qui est pour le coup invasif, assez complexe. Et on va pas faire des pH-métries à tous les bébés suspects de reflux, sinon on passerait notre vie à faire des pH-métries. Quels critères tu l'indiques du coup cet examen ? Ça peut être par exemple si on a un enfant qui répond pas du tout au traitement et on comprend pas. On peut le faire par exemple chez les plus grands qui ont des reflux qui persistent pour vraiment évaluer si on va aller au-delà de juste un traitement médical et proposer par exemple des traitements chirurgicaux, mais ça reste extrêmement rare. On va parler de ces traitements justement parce que tu parles de persistance ou de choses qui persistent malgré les traitements. Quel est le premier des traitements ? Alors, la première chose, c'est la prise en charge diététique. Donc, dans un premier temps, en tout cas chez les bébés qui sont en allaitement artificiel, on va épaissir le lait. Donc on va mettre en place des épaississants. Donc il y a des laits, il y a plein de laits sur le marché qui sont épaissis. Il y a 2 types d'épaississants, soit la caroube, soit l'amidon, soit on peut avoir des épaississants caroube-amidon. Bref, la tolérance est un peu différente en fonction de l'âge. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on a un panel très très important de laits disponibles sur le marché et c'est parfois difficile de faire son choix. Mais globalement, on va tenter quelque chose et puis on va voir si ça fonctionne. Sur des allaitements maternels, on peut pas alors soit les mamans font le choix de se tirer le lait et on peut rajouter des épaississants, mais c'est vrai qu'on perd un peu le plaisir en tout cas de l'allaitement. Et après il y a certaines personnes qui peuvent proposer de donner l'épaississant au bébé juste avant la tétée pour que dans l'estomac ça s'épaississe, mais globalement il y a assez peu de personnes qui le font, mais ça peut être une possibilité. Donc la première chose c'est l'épaississant et ensuite la deuxième chose c'est que chez des bébés qui ont du reflux, on peut aussi suspecter une intolérance aux protéines de lait de vache. Donc normalement, maintenant, les nouvelles recommandations, c'est qu'avant de mettre en place un traitement médicamenteux, on va d'abord essayer d'enlever les protéines de lait de vache pour voir si ça améliore le reflux du bébé. Est-ce qu'il faut prouver avant ça l'allergie ? Non. Parce que souvent, justement, c'est des allergies qui sont pas prouvables avec des prises de sang, par exemple. D'accord, parce qu'on a fait un épisode sur l'intolérance au gluten avec des prises de sang qui permettaient de prouver avec la présence d'anticorps. Ici, on ne fait pas cette prise de sang. Sur les formes digestives d'intolérance aux protéines de lait de vache, souvent, les anticorps sont négatifs. On pourrait doser des IgE spécifiques pour le lait de vache qui vont être positifs chez les enfants qui sont allergiques. Donc, ils vont, par exemple, chez des bébés, ils sont allaités au lait de mère, on leur donne un premier biberon et là, ils font une réaction, ils ont de l'urticaire partout, etc. Ceux-là, ils vont avoir des IgE spécifiques qui sont positifs. Mais chez les bébés qui ont un inconfort digestif, qui ne sont pas confortables et qui vont être améliorés par le retrait des protéines de lait de vache, souvent, les IgE spécifiques, elles sont pas positives. D'ailleurs, on parle d'allergie aux protéines de lait de vache non IgE médiée. D'accord. Donc souvent, on va faire un test thérapeutique, on fera pas la prise de sang. En fait, on va dire aux parents, on va essayer de retirer les protéines de lait de vache sans faire de prise de sang avant. Et on fait 4 à 6 semaines d'éviction et on voit si l'enfant va mieux. Donc la première prise en charge du reflux, elle est vraiment diététique. Il faut épaissir, puis plus ou moins retirer les protéines de lait de vache.
Si à l'issue de tout ça, il n'y a pas d'amélioration, là, on va éventuellement proposer des traitements médicamenteux. Ok. Ces modifications, notamment pour revenir aux modifications du lait, c'est les parents qui sont en autonomie ou Non. il y a le médecin généraliste, il y a le gastropédiatre? Alors, les médecins généralistes, quand même, la plupart du temps, ils savent très bien gérer ça. Hein. Donc, et parfois, les parents, ils peuvent être aussi aidés par une sage-femme. Quand ensuite de couche, les mamans, elles sont suivies. Non, c'est en théorie, un parent a le droit d'aller acheter pour son bébé un lait épaissi ou un lait sans protéines de lait de vache. Mais c'est toujours mieux si c'est médicalement contrôlé, cadré. En tout cas, oui, voilà, qu'il soit conseillé par quelqu'un, personnel médical. Oui. Ok. Et donc, si toutes ces modifications n'amènent pas à une amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc souvent, on va mettre en place un traitement. Alors c'est là que c'est un peu complexe, c'est-à-dire que alors on peut mettre en place ce qu'on appelle les pansements gastriques, donc du Gaviscon ou du Polysilane. Ça c'est vraiment le premier stade. Donc c'est des gels qui protègent la muqueuse œsophagienne et qui apaisent le bébé. Et ensuite va se poser la question de mettre en place un traitement par antiacide. Donc chez l'enfant, la plupart du temps, on met en place de l'Inexium. C'est un inhibiteur de la pompe à protons. Le problème, c'est que si on suit les recommandations, il faut que cette indication elle soit posée par un gastropédiatre. Bon, en pratique, c'est impossible pour nous de voir tous les enfants à qui on pourrait proposer de l'Inexium et de valider ou pas l'indication. Tu te laisses combien de temps avant de l'introduire? Ça dépend de l'état du bébé. C'est-à-dire si on a un bébé extrêmement douloureux qui pleure toute la journée, qui ne tète plus, évidemment que on va se dire on va le traiter pour voir si ça s'améliore. Faut traiter, ouais. Après, un bébé qui va bien, qui ralouille un peu, on va essayer de passer le cap sans mettre en place de traitement. Il faut pas diaboliser l'Inexium, c'est-à-dire faut pas se dire surtout pas on va le donner, mais il faut être modéré dans notre prescription parce que parfois on peut s'en sortir sans le mettre. Ces traitements, ils ont une efficacité? Bah oui. Enfin, en tout cas, sur un reflux acide pathologique, bien sûr qu'ils ont une efficacité. Ouais. Ok. Mais derrière, troisième ligne de traitement, si les choses persistent? Globalement, souvent, on s'arrête là. On est ok. Ouais. Et après, on peut envisager la chirurgie anti-reflux chez des enfants plus grands qui vont avoir un reflux très important ou chez des enfants qui ont des pathologies, des handicaps, des pathologies néonatales, digestives. D'accord. Voilà. Mais globalement, chez un enfant tout venant, on propose quasiment jamais de chirurgie anti-reflux. Ok, très bien, très clair. Je suppose que l'évolution et l'évaluation de l'efficacité de ces traitements, encore une fois, c'est sur la plainte algique, la plainte douloureuse et la croissance de l'enfant. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'évolution. Après, globalement, le reflux, physiologiquement, en fait, tous les bébés ont une immaturité digestive. Donc, après, les parents, parfois, ils nous disent « Ouais, mais on m'avait dit quand il tiendrait assis, ça irait mieux. Oui, mais on m'avait dit quand il tiendrait debout, ça irait mieux. » Évidemment, plus l'enfant grandit, plus ça mature, plus son sphincter mature et moins il y a de reflux. Okay. Mais prédire exactement quand est-ce que ça va aller mieux, globalement, souvent au cours de la première année de vie, petit à petit ça va mieux. Mais après, il y a toujours les enfants où ça va mieux beaucoup plus vite et où ça met un peu plus de temps à aller mieux. D'accord. Globalement, l'évolution naturelle, elle est positive. Ok. Sophie, merci beaucoup. C'était très clair et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.